Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Bégin-Cahouette, professeur adjoint en enseignement supérieur comparé à l'Université de Montréal. Je suis aussi membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur et au LIRES, en plus de nos conférences publiques, en plus des différents événements, séminaires, colloques que nous organisons. Des fois, nous avons des petits ateliers méthodologiques comme celui-ci. Aujourd'hui, on va parler des méthodes mixtes que j'ai intitulées les méthodes mixtes, le meilleur des deux mondes. Point d'exclamation, même pas point d'interrogation, je me questionne même pas. C'est le meilleur des deux mondes. J'en profite, ce se pourrait des fois que je vous demande si vous avez le goût d'interagir, il n'y a pas de souci. Puis peut-être que je vais commencer la première diapositive. Donc, je vais commencer, voilà, la première diapositive. Et je demanderai, avec un pouce en l'air, si vous êtes capable de manœuvrer les réactions, qui ici a déjà fait des méthodes mixtes? Donc, qui a déjà utilisé ou combiné approche? OK, parfait. Donc, quand même, 1, 2, 3, 4, au moins 4 personnes sur 11, ben 5 si je me compte, évidemment. Donc, les méthodes mixtes, en fait, il faut comprendre que c'est une façon de combiner des approches de recherche. Mais à la base, avant de passer aux méthodes mixtes, il faut comprendre ce que sont les méthodes quanti, ce que sont les méthodes quali. Là, je ne ferai pas un cours de quanti-quali. Généralement, dans la plupart des universités, même si les cours de méthode mixte sont plus rares, les cours de quanti-quali ne sont pas rares du tout. Donc, d'abord, voyez ce tableau dans lequel j'ai tenté de présenter un peu comment les deux méthodes se comparaient. Donc, quand vous faites des méthodes quantitatives, probablement que vous avez déjà utilisé le questionnaire ou le sondage ou des données populationnelles comme celles de Statistique Canada, des panels, données bibliométriques, données économiques, études de marché, etc. Puis quand vous avez fait si vous avez fait du Cali, vous avez probablement déjà fait des entrevues, groupes de discussion, questionnaires, observations directes, etc. Puis là, je vous ai montré un peu les types d'échantillonnage sont généralement assez différents si on fait du quali ou du quanti. Puis les façons de faire les analyses sont aussi un peu différentes. Je n'ai peut-être pas tout mis, c'est peut-être pas exhaustif, mais selon certains manuels, disons que j'ai consulté, c'est pas mal la base est là, du moins pour le quali. Pour le quanti, j'ai tendance, si un jour en fait, si vous regardez, j'avais fait une présentation sur l'utilisation des données statistiques en éducation comparée et j'utilise souvent cette fonction-là. Donc, je divise les analyses statistiques en exploratoires versus confirmatoires. Donc, des analyses dans lesquelles on projette et on regarde ce qui apparaît ensemble, ce qui se regroupe ou dans un graphique, comment ça se manifeste. Et donc, on explore des relations entre des variables, alors que confirmatoire, c'est qu'on teste des hypothèses. Généralement, les statistiques qui sont inférentielles sont souvent confirmatoires. Donc, pourquoi je mets ça? C'est que les méthodes mixtes, c'est d'être capable de mettre ensemble des éléments d'approche qui ont été développés de façon séparée. Chaque approche a un éventail d'outils complet pour colliger les données, procéder à l'échantillonnage, faire l'analyse. Donc, avant d'apprendre à mixer, mélanger, mettre ensemble, il faut maîtriser au minimum quelques façons d'analyser dans chacune, au moins une façon dans chacune. Donc, il faut d'abord maîtriser le quanti, puis ensuite maîtriser le quali avant de passer aux méthodes mixtes. Voilà. Donc, qu'est-ce que sont les méthodes mixtes? Je vais vous faire participer. On va faire ça collectif. Donc, je vous donne des exemples. Vous me dites si c'est mixte ou pas. Donc, exemple numéro 1. Un chercheur collige des données à partir d'un instrument de mesure, donc quantitatif, et de groupes de discussion, donc qualitatif, afin de voir si différents résultats mènent aux mêmes conclusions. Est-ce que c'est un exemple de méthode mixte? Est-ce que quelqu'un veut... Ah, voilà, alors les fonctions de Zoom. Donc, je vais mettre en mode participant pour voir tout le monde en même temps. Parfait. Donc, vous avez tout à fait raison. Et là, en même temps, j'ai dit quali et quanti en le décrivant. Je vais y aller un peu plus compliqué, là. Une chercheuse fait une recherche dans laquelle les mesures quantitatives servent à évaluer l'impact d'un traitement. Avant l'expérience, la chercheuse collige des données qualitatives afin de mieux concevoir son processus de recrutement de participants. Est-ce que c'est une méthode mixte? Okay, alors, j'ai un oui, un non,
des oui. Les oui l'emportent. Alors, la majorité a raison. Effectivement, c'est des méthodes mixtes. Donc, une méthode, de façon séquentielle, sert à concevoir l'étape suivante. On va le voir tantôt. C'est un processus. Donc, c'est un processus de méthode mixte. L'exemple 3. Des chercheurs font des entrevues sur la manière dont les gens se perçoivent en situation d'apprentissage et ils développent ensuite un questionnaire qui va être distribué à une population plus large d'étudiants. Est-ce que, selon vous, c'est une méthode mixte? Donc, j'ai un oui, oui, oui. Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Exemple numéro 4. Un chercheur distribue un questionnaire de 42 items selon une échelle de Likert et la dernière question du questionnaire, c'est une question ouverte. Est-ce que c'est une méthode mixte? Non, non, non. J'ai un oui, mais j'ai beaucoup de non. Bien, vous avez raison que, lu comme ça, non. Non, ce n'est pas une méthode mixte parce qu'on ne respecte pas la façon de faire de chaque approche. Hein. On a comme rajouté une question. Dans presque tous les questionnaires, il y a toujours une question ouverte à la fin. Ça ne veut pas dire que c'est une méthode mixte. Ceci étant, si par exemple, c'était une page, mettons à la fin du questionnaire, on demande à la personne d'écrire une page de texte qu'on analyse en profondeur, dans laquelle on développe un codage. Oui, on pourrait à la limite dire que ça pourrait être une méthode mixte parce que là, on y donne une importance, on rentre dans le processus. Mais si on fait juste dire, avez-vous des commentaires à ajouter, on demande une phrase, on la mentionne à peine dans l'étude, ben non, ce n'est pas de la méthode mixte. Dernier exemple, une chercheuse analyse des entrevues et après avoir identifié des thèmes, elle décide de les compter ou compter le nombre de fois qu'ils apparaissent pour chaque catégorie de participants. Donc, est-ce que selon vous, ça, c'est une méthode mixte? Donc, je vois du non, non, non. Alors, vous avez bien raison. Il n'est pas rare que certaines personnes vont quantifier des analyses qualitatives. Ça ne fait pas de ça une méthode mixte. On a pris des données puis on essaie de les analyser d'une nouvelle façon, mais ce n'est pas une méthode mixte. Donc, finalement, c'est quoi? Donc, la méthode mixte, la définition était là, un protocole de recherche basé sur la combinaison des postulats philosophiques et des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. En tant que méthode, c'est la combinaison. Donc, il y a deux façons. On peut concevoir la méthode mixte comme un protocole de recherche, puis comme une méthode. Donc, il y a comme deux niveaux. Mais en gros, c'est que le premier, c'est qu'on mixe à partir du moment où on conçoit l'étude de manière philosophique, puis on verra ça tantôt, le philosophique, épistémologique, ontologique, etc. Mais en tant que méthode, c'est la combinaison de données qualitatives et quantitatives dans une étude ou une série d'études. Sa prémisse principale est que l'utilisation des données mixtes favorise une meilleure compréhension. Pour d'autres auteurs, Puy, Nadeau et Gagnon, il est légitime de considérer comme méthode mixte toute combinaison d'approches méthodologiques, de devis techniques, de collecte ou d'analyse lorsqu'elles remplissent trois conditions. 1. Au moins une méthode qualitative et une méthode quantitative. 2. Que chaque méthode soit utilisée de façon rigoureuse par rapport aux critères qui sont admis pour chacune. Et 3. Que la combinaison des méthodes se traduit par une intégration des approches, des devis ou des techniques. Donc, ne sont pas méthodes mixtes, une méthode quantitative avec une collecte de données qualitatives qui ne réfère pas vraiment à la base, au fondement de la méthode qualitative, la combinaison de deux méthodes quantitatives, la combinaison de deux méthodes qualitatives ou la juxtaposition de deux méthodes sans aucune intégration. Donc, on va voir tantôt. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal? Parce que vraiment, c'est vraiment se donner du mal ou se donner du trouble, comme certains diraient. Donc, parce qu'il faut maîtriser très bien le quali, en tout cas assez bien le quali, puis maîtriser très bien ou au moins assez bien le quanti, puis réussir à fusionner les deux d'une manière qui a du sens. Donc, pourquoi on le fait? Bien, d'abord, pour trianguler les résultats, donc accroître la validité. Si on a des résultats en quali qui disent ça, puis qu'en quanti qui disent ça, puis que tout va dans la même direction, peut-être que c'est plus valide. On peut pallier les lacunes de chacune. Le quanti nous permet facilement de tester des relations entre deux éléments, mais il nous permet rarement de les expliquer. On peut développer une perspective plus complète. Le qualitatif peut servir à bien décrire une structure, donc comment se caractérise par exemple, décrire un système d'enseignement supérieur, ça se décrit bien de manière qualitative. Mais le quantitatif, ça permet de conceptualiser un processus. Par exemple, savoir si une intervention pédagogique différente a un impact sur l'apprentissage, ça se fait mieux
En tout cas, ça se fait bien en quanti. Mais de décrire le processus, la méthode d'apprentissage elle-même ou la méthode d'enseignement elle-même, ben, ça se fait bien en quali. Répondre à des questions de recherche différentes. Quel type d'exercice augmente le plus les capacités attentionnelles des élèves? Ou pourquoi ce type d'exercice? Ou pourquoi? Ben, les questions pourquoi, ça se répond bien en quali. Les questions quel ou comment, ça se fait bien en quanti. Expliquer ou illustrer des résultats inattendus. Par exemple, on fait un questionnaire, on réalise qu'un sous-groupe de notre population a des résultats qui sont complètement différents des autres. Ben, c'est peut-être pas mauvais d'aller faire des entrevues avec des représentants pour essayer de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Une diversité de points de vue, développer un instrument. C'est souvent les instruments quanti qui ont été développés ont été basés sur des entrevues quali au préalable. Donc, on fait des entrevues, on parle avec des gens, on observe la réalité, puis lorsqu'on commence à avoir des éléments, on se dit, OK, peut-être qu'on est capable. Améliorer le processus de recherche. On a parlé d'échantillonnage tantôt. Par exemple, des fois, il y a des exemples que je vais donner qui ne sont pas relatifs à l'enseignement supérieur, mais je vous avoue que il y en a beaucoup en enseignement supérieur des méthodes mixtes, mais je vous dirais que dans le secteur de la santé, il y en a encore plus. C'est vraiment impressionnant. Donc, un exemple. Le cancer de la prostate, sujet assez délicat. On se rend compte qu'on manque d'hommes pour nos essais cliniques. Ben, Donovan et les collaborateurs sont en train de mener des entrevues pour déterminer la meilleure manière de les recruter. Augmenter la crédibilité de l'étude, on fournit des chiffres et des citations de vraies personnes. Il y a des gens qui aiment mieux les chiffres, il y a des gens qui comprennent mieux les lettres. Généraliser des résultats préliminaires. Donc, mes entrevues donnent ça, je teste, puis populationnellement, ça marche. Confirmer et découvrir. Deux postulats aussi différents. Donc, voilà pourquoi on se donne du mal. Les étapes. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, il faut décider du ou des paradigmes qui guident la recherche. Ensuite, décider de l'approche méthodologique. Ensuite, décider du protocole. Les techniques de collecte et d'analyse, on ne les verra pas nécessairement parce que chacune correspond à l'approche que vous avez. Donc, normalement, dans vos cours de quali, dans vos cours de quanti, vous verrez ces approches-là, ces techniques-là. Mener l'étude et rédiger l'article, le chapitre, le livre, le mémoire ou la thèse. Et ça, on aura une page sur comment est-ce qu'on présente des résultats en méthode mixte à la fin. La première chose, c'est les paradigmes et leurs implications. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous suivez des séminaires ou vous en donnez, parce que j'ai quand même des collègues professeurs qui sont là. Donc, un des éléments importants, c'est évidemment de réaliser ou de réfléchir à dans quel paradigme on se sent le plus à l'aise. Puis, vous verrez que le positivisme n'est pas dans les paradigmes, ne serait-ce que par le fait que puisqu'on a inclus du qualitatif, je vous dirais que le positivisme est un peu moins apte à cette combinaison d'approches. Donc, la plupart des approches que moi j'ai vues en mixte sont souvent post-positivistes ou pragmatiques, mais on verra qu'en fait, elles fonctionnent, toutes celles-là fonctionnent bien. Donc, la première chose à décider, c'est, puis des fois, certains vous demandent, non, c'est quoi votre posture? C'est quoi votre paradigme? Mais des fois, vous ne savez pas comment répondre. Donc, la première question à vous poser, c'est celle que je pose à mes étudiants. C'est quoi, selon vous, la nature de la réalité? Ça, c'est une question qu'on répond comme ça sur le coin d'une table. Donc ça, c'est l'ontologie. Est-ce que vous cherchez à rejeter ou à des hypothèses? Est-ce que vous voulez prendre des citations, illustrer une perspective? Est-ce que vous voulez négocier vos résultats avec les participants? Est-ce que vous allez adapter ce que vous faites en fonction de la nature de la réalité que vous observez? Finalement, c'est ce que ça réfère. Dans le post-positivisme, il y a une réalité qu'on essaie d'approcher, puis on n'est jamais dessus. C'est pour ça qu'on est post-positiviste. On sait qu'on n'est jamais sur la réalité comme telle, mais on essaie de s'en approcher. On tourne autour, puis mais on prend pour acquis qu'il y a une réalité unique. Dans le constructivisme, on se dit chacun ou plusieurs personnes, enfin, il existe une pluralité de réalités qu'on va pouvoir mettre en relief. Dans le mode participatif ou posture critique, certains vont parler plutôt de posture critique. Là je prends la classification de Creswell et Plano-Clark. Dans le fond, dans la posture critique, il y a une réalité, mais elle est politique. Politique en ce sens qu'elle est chargée de relations de pouvoir. Elle est définie à travers des relations de pouvoir, des liens de domination et de soumission. Et donc, on ne peut comprendre la réalité que si on déconstruit au préalable
ces relations de pouvoir. Et souvent, dans certains modes, ça se fait aussi lorsqu'on est en interaction avec nos participants. On ne se met pas en posture de domination nous-mêmes parce qu'on serait en reproduction de mécanismes. Et pragmatique, en fait, le pragmatisme, je vous avoue que je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais en gros, le pragmatisme, c'est on fait ce qui fonctionne, puis c'est vrai lorsque ça fonctionne. C'est un peu ça l'idée. L'épistémologie, c'est la relation entre le chercheur et l'objet recherché. Donc, est-ce qu'on utilise des instruments pour collecter des données objectives? Est-ce qu'on visite les participants pour être près d'eux? Est-ce qu'on implique les participants dans le processus de recherche? Ou est-ce qu'on collecte les données selon ce qui fonctionne au moment où on est? C'est un peu ça. Donc, la distance avec l'objet, la proximité avec l'objet, la collaboration, ou du moins l'interaction participative avec l'objet, ou selon ce qui est applicable. L'axiologie, c'est le rôle des valeurs. Est-ce que pour vous, l'idéal à atteindre, c'est l'impartialité? Est-ce que pour vous, c'est d'être très ouvert sur vos propres biais? Est-ce que selon vous, c'est de négocier vos biais avec les biais des participants? Donc, on co-construit une relation dans laquelle on déconstruit nos biais, ou enfin, on les partage, on les met au jour. Ou est-ce que vos biais, c'est soit si vous les reconnaissez, vous essayez d'être impartial en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. La méthodologie, c'est le processus de recherche. Donc, en général, en post-positivisme, on est un peu plus déductif et vous verrez qu'on peut être déductif même en quali. Et dans le constructivisme, on est généralement un peu plus inductif. Donc, déductif, on a des hypothèses qu'on teste. Inductif, on regarde la réalité et on infère. Participatif, donc on discute des résultats avec les participants pour qu'ils soient impliqués, ils prennent part. Ou est-ce qu'on combine un peu tout ça dans l'approche pragmatique? Et finalement, la rhétorique, c'est le langage qu'on utilise. Donc, si vous êtes plus à l'aise dans un langage très formel de la recherche, le post-positivisme est peut-être plus adapté pour vous. Si vous préférez adopter une forme plus littéraire, l'idée de raconter, de faire valoir, donc de faire parler des gens comme si, des fois peut-être comme si c'était des personnages, bon, c'est des vraies personnes, mais vous comprenez dans ce style-là, vous êtes peut-être plus dans le constructivisme. Si vous êtes plus dans la promotion du changement, ou certains vont dire interprétativiste parce que constructiviste étant une approche aussi en éducation, encore là, Cresswell et Plano-Clark. Si vous êtes plutôt dans un, vous voulez vous faire l'avocat ou l'avocate du changement, là, on est plutôt dans le côté participatif. Et puis, le formel, l'informel, selon le contexte, c'est ce qu'on écrit, à qui on parle. Vous êtes plus dans une approche pragmatique. Donc, voilà. Ça, c'est une chose à décider d'abord, puis dans toutes vos recherches, mais je dirais dans la méthode mixte, parce que ça va grandement influencer la façon dont vous allez combiner vos résultats. La priorité que vous allez accorder au quali versus le quanti, ce que vous allez chercher à faire avec vos résultats par la suite. Donc, ça va avoir une influence. Et après ça, il faut décider de l'approche. Alors, une fois qu'on a le paradigme, on conçoit globalement comment on va traiter la mixité. Mais c'est vrai que, je vous avoue que parce que la recherche, c'est rarement un processus qui est linéaire, c'est vrai que cette étape-là, on va souvent la décider. Enfin, il y a plusieurs questions qui vont se décider une fois qu'on a les données. Mais normalement, on devrait le décider avant. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas des fois, il y a l'idéal puis il y a la réalité. Donc, la première chose, les approches. Donc, il y a la première façon, c'est complémentaire. Puis vous allez voir pourquoi je dis qu'il faut avoir les résultats avant, c'est que des fois, ça dépend de ce que les résultats vont nous dire. Une approche complémentaire, c'est, par exemple, on présente notre qualitatif. Après ça, on présente notre quantitatif. Mais nos éléments de un servent à comprendre l'autre. Et souvent, donc, on les présente séparément, mais chaque section fait référence à l'autre. Puis souvent, dans la discussion, on va faire référence aux deux. Et les deux réfèrent à l'autre parce que des fois, il y a comme quand je disais pallier les lacunes de l'une, une méthode nous a dit ça, puis telle autre méthode nous a dit ça, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de comprendre des résultats quanti, ça nous permet de généraliser des résultats quali. Donc, on est dans une approche plus complémentaire. Mais il existe des moments où on se dit non, le quali et le quanti s'appuient sur différentes visions du monde, différentes façons d'appréhender la réalité. Et donc, puisque ce sont des visions partielles, mais on va souligner davantage les divergences
entre le quali et le quanti. Donc, souvent, on va présenter des sections différentes et on va essayer dans la discussion d'expliquer comment les divergences peuvent coexister. C'est parce qu'imaginez que votre quali vous dit X puis votre quanti vous dit Y. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a 3 stratégies. Il y a l'approche de la réconciliation. Par exemple, McConney et Hall ont étudié l'impact d'un modèle à l'école. Et les résultats quantitatifs montraient des effets neutres ou négatifs de ce modèle-là et les effets qualitatifs des effets positifs. Alors là, ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont... il faut que je relise parce que ça me dit ça, puis je me dis, c'est un peu... c'est toujours un peu bizarre là, quand on voit comme échelle d'efficacité. Mais en fait, ils ont tenté de synthétiser les deux ensemble. Donc, en disant, ils ont comme pris le quali qui était tout positif, ils ont mis ça avec le quanti, puis ils ont essayé de différencier les types d'approches, puis en disant ben, très négatif avec plus ou moins positif dans le quali, puis très négatif avec très, très positif très négatif dans le quanti, puis avec très, très, très positif dans le quali, ben, ils ont comme réussi ils ont essayé de mettre les deux ensemble puis de faire une espèce d'échelle synthétisée des deux. En prenant pour acquis que lorsqu'on parle à des gens, qu'on leur demande si quelque chose est positif, il y a généralement un biais positif. On a, même si on peut se dire qu'on est prompt à critiquer tout et rien, généralement, on a une tendance à trouver que quelque chose est positif. On dit, on a implanté telle chose dans l'école, oui, ça a eu un effet, oui, c'est différent, puis bon, les gens ont tendance, de prime abord, à dire que quelque chose est positif. Alors, ce qui devient intéressant, c'est de jumeler avec du quanti qui donne un autre portrait, puis de dire, ben, finalement, quand on combine les deux, on a peut-être une vision plus nuancée, on réconcilie. Le fourchettage, c'est lorsque c'est irréconciliable, on met, là je vais le dire en anglais, mais tu sais, un best case scenario puis un worst case scenario. Dans le fond, en disant les résultats au pire sont là, au mieux sont là, puis la réalité est probablement entre les deux. Puis le quanti ou le quali nous a donné un des deux éléments de la fourchette, puis on réconcilie en disant au lecteur, ben, la vérité est probablement entre les deux. Gabart avait évalué les besoins des organismes communautaires, puis les besoins de recensement, du recensement qu'il avait fait divergeaient des besoins identifiés dans les focus groups. Fait que là, eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de fourchetter les probabilités de besoin. Probablement que celui-là est plus fréquent, puis que celui-là l'est un peu moins, puis ils ont fait comme une échelle de fourchettage. On peut aussi, il y a aussi la stratégie d'initiation, c'est qu'il y a des preuves contradictoires qui peuvent nous amener à nous poser des nouvelles questions de recherche. Parce que dans le fond, on pourrait juste dire, voici, c'est divergent, et dans notre discussion, au lieu d'essayer de faire dire à des résultats ce qu'ils ne disent pas, de dire, ben voici, une prochaine étude devra tenter de répondre à telle question. Dans le fond, on se dit, peut-être que c'est différent parce que nos échantillons n'étaient pas les mêmes, notre population questionnée n'était pas la même. Peut-être que c'est le moment où on a colligé nos données qui n'étaient pas synchrones, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, bref, on peut dire, ben voici une hypothèse, une prochaine étude devra la tester. Ou on peut décider de dire, non, nous-mêmes, on va aller colliger des nouvelles données. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a un besoin, c'est divergent, on retourne. Donc, une nouvelle analyse. Et donc, c'était ce que Moffat ont fait. Ils voulaient étudier l'impact de la reconnaissance des droits sociaux sur la santé. Puis en qualitatif, ben, il y avait plein d'impacts, parce que souvent, c'est ça, en qualitatif, comme tout est positif, tout fonctionne, hein? Mais il y a aussi parce qu'on a un biais de chercheur, on veut que ça fonctionne. Puis en quantitatif, il n'y avait aucun impact. Mais ils ont dit, OK, on recommence. On va aller rechercher les données pour voir où est-ce qu'on s'en va. Exclusion, c'est à un moment donné de se dire, dans le cas d'une validation croisée, on peut décider d'exclure la composante qu'on considère être la moins fiable des deux. On peut aussi décider d'exclure les deux, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de projet. Pourquoi c'est très rare? Je ne vous ai pas mis de référence en exclusion, c'est que à date, je n'ai pas réussi à répertorier aucune étude qui a fait de l'exclusion, parce que si on exclut, souvent, on ne le dira pas dans notre publication. On ne dira pas qu'on a colligé du quali et qu'on l'a exclu à la fin. On va juste publier ce qu'on a colligé qui fonctionne. Il y a un biais positif dans les publications, ce qui fait qu'on ne rapporte pas ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait que je suis incapable de vous dire qui a exclu des composantes. Donc, voilà. Et l'autre stratégie, parce que là, on a parlé de complémentarité, de tension dialectique, et il y a l'assimilation. Et ça arrive à l'occasion. C'est lorsqu'on convertit
un type de données dans un autre type de données. Donc, on quantifie du qualitatif ou qu'on qualitise du quantitatif. Ou qu'on qualifie. Qualitise, ça ne marche pas. Qualifier. Qualifier du quantitatif ou quantifier du qualitatif. Donc, les résultats, par exemple, des fréquences d'occurrence de thèmes. Donc, en qualitatif, on prend ça, puis on décide de l'intégrer à une analyse quanti ou une description qualitative des résultats quantitatifs. Par contre, il faut faire extrêmement attention parce que les deux répondent à des postulats, à des façons de faire qui sont différentes. Donc, lorsqu'on décide de convertir carrément des résultats d'un à l'autre, il y a des écueils importants. D'autres décisions à prendre, mais qui sont, à mon avis, les plus importantes à prendre. Parce que l'autre, ça va se décider avec les données que vous allez avoir. Mais ça, il faut le décider un peu avant quand même. D'abord, le niveau d'interaction. Est-ce que vos données sont indépendantes ou interdépendantes? Donc, par exemple, indépendante, c'est que vous séparez les questions de recherche. Il y a des questions quali, puis il y a des questions quanti. Puis la question 1, on va y répondre avec une méthode quanti, puis la question 2, on va y répondre avec une méthode quali. Et finalement, on les intègre qu'à la fin dans la discussion des résultats. Une interprétation plus générale. Donc, on fait les deux en parallèle, pas en parallèle, ou ça peut être en séquentiel. Il faut que je fasse attention de la chronicité. On fait les deux séparément, avec des questions différentes, des méthodes différentes, des analyses différentes, puis à la fin, on en discute. Ou on peut les faire interagir. Donc, par exemple, si la conception d'une composante dépend des résultats de l'autre. Par exemple, je conçois mon instrument à partir de mes entrevues. Donc, je conçois mon instrument de mesure à partir de mes entrevues. Bien, il y a une interaction. Une partie elle dépend de la précédente. Ou de la même manière, je choisis mes interviewés en fonction de ce qu'ils ont répondu dans mon questionnaire. Si, mettons, je fais un questionnaire à tout le monde, je leur demande à la fin, seriez-vous à l'aise d'être contacté pour une entrevue? Moi, dans ceux qui ont dit qu'ils étaient à l'aise, moi, je cherche spécifiquement un sous-groupe de la population. Par exemple, des étudiants qui rapportent une origine culturelle différente, par exemple. Puis c'est eux. Et là, je vais les chercher. Bien, je vais les chercher en fonction de selon ceux qui ont répondu dans le questionnaire, dont un dépend de l'autre. C'est la même chose aussi lorsque on convertit des résultats qualitatifs ou quantitatifs en l'inverse. Bien, évidemment, il y a une interaction. Il y a une interaction, mais dans l'analyse des résultats, parce que l'autre, c'était dans le protocole. On les fait interagir. Les deux protocoles, les deux analyses restent séparées, mais une influence l'autre. Mais lorsqu'on convertit, bien, ils viennent à être ensemble. Imaginez faire une analyse de régression, mais dans laquelle une partie de vos résultats sont des codes, des occurrences de codes ou de thèmes dans des entrevues. Bien, c'est un peu ça que ça donnerait. La deuxième chose à décider, c'est la priorité que vous donnez. Est-ce que vous donnez une priorité égale au qualitatif et au quantitatif? Ou est-ce que vous donnez une priorité au quantitatif ou une priorité au qualitatif? Donc, dans une priorité quantitative, c'est comme l'étude de McQueen et Jones. Le but, c'était mesurer l'impact d'un programme. Donc, là, je vais vous montrer tantôt les protocoles de type concomitant niché. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Mais dans le fond, l'approche quantitative était dominante, servait de directive, puis l'approche qualitative, basée sur des entretiens et des questions ouvertes, était articulée autour de l'approche quantitative. Et dans le fond, les questions étaient fermées. On allait poser des questions d'entrevue en fonction des résultats qu'on avait dans le quanti ou en fonction des thèmes qu'on avait dans notre quanti. Donc, on avait notre quanti, puis nous, on voulait juste. C'était à partir de ça qu'on dirigeait les entrevues pour répondre spécifiquement aux questions qu'on avait. Au niveau l'inverse, c'est aussi possible. On peut, par exemple, avoir une étude qualitative. Donc, Hodgkin avait une étude sur les différences de genre, le capital social, la participation aux activités communautaires. Puis l'auteur, elle a élaboré un questionnaire, elle a mené des entrevues. Puis, dans le fond, dans son étude, les femmes montraient des différents patterns de participation aux activités communautaires. Cette recherche a permis de développer une approche en profondeur. Dans le fond, ce qu'elle visait à voir. Donc, les résultats quantitatifs lui permettaient de comprendre un peu à quel genre d'approche les femmes s'identifiaient. Et à partir de là, on menait des entrevues en profondeur pour bien comprendre comment le capital social qu'elles avaient, donc les relations sociales qu'elles avaient, influençaient leur participation aux activités communautaires.
Un élément important aussi, c'est la chronicité. Puis ça, ben, ça, votre dépendant aussi si vous êtes un mémoire de maîtrise, un thèse de doctorat ou si vous êtes prof, puis vous avez une longue étude, ça va dépendre souvent du temps que vous avez. Mais en gros, est-ce que vous faites les deux en même temps? Est-ce que vous les faites un après l'autre? Ou est-ce que vous le faites en multiphase? Le multiphase, c'est dans le fond, le multiphase, c'est plus long. C'est plusieurs mesures quanti ou quali qui sont faites de manière, je vais vous donner des exemples tantôt, mais qui sont faites de manière concomitante ou séquentielle. C'est comme s'il y avait plusieurs étapes. Quand il y a plusieurs collectes, ce n'est pas toujours une seule quali, une seule quanti. C'est qu'on peut avoir, un quali qui nous permet de mieux définir notre quanti et de définir les thèmes pour des entrevues quali, puis après ça, qui elles-mêmes nous permettent de mener à d'autres choses. Puis bref, donc, ça peut être multiphase. Mais en gros, c'est est-ce que vous le faites en même temps ou en séquence? L'autre élément important, c'est le point d'interface. À quel moment est-ce que vos données interagissent entre elles? Est-ce que vous les analysez séparément, puis dans la discussion, vous réfléchissez à comment elles interagissent? Est-ce que vous les faites interagir durant l'analyse des données? Donc, vous convertissez une des deux en l'autre et vous les analysez en même temps? Ou est-ce que c'est pendant la collecte? Donc là, vous voyez que je vais encore à rebours. Donc, interprétation, analyse, collecte, je recule là. Donc, dans la collecte, ben, dans le fond, c'est que comme on l'a dit plusieurs fois déjà, je vais juste répéter, mais dans le fond, les résultats d'une composante déterminent la collecte de la composante suivante. Donc, je donne l'exemple, un sous-échantillon pour des entrevues basées sur des réponses questionnaires, c'est ce que je donnais tantôt. Ou au moment de concevoir le protocole. Et là, c'est un peu plus, c'est assez rare, là, mais dans le fond, c'est vraiment concevoir une étude, mais vous les faites interagir dans votre façon même de réfléchir à toute l'étude que vous allez faire. Mais en général, c'est un point d'interface il reste quand même qu'il faut à un moment donné faire interagir les données, faire interagir les analyses. Fait, le moment de concevoir le protocole, c'est important de réfléchir avant, mais c'est rare que les données interagissent avant de les avoir, mettons. Et voici les protocoles comme tels. Donc, souvent, quand on va présenter dans votre devis, par exemple, si vous êtes étudiant au cycle supérieur, vous allez dire quel protocole vous allez suivre. Parce que dans le fond, toutes les décisions qu'on vient de dire se résument dans le protocole qu'on suit, protocole ou devis. Donc, convergent, c'est qu'on prend le quanti, on prend le quali, puis on regarde s'ils convergent. Donc, on les fait, les deux ont une priorité égale. Donc, vous voyez, les deux sont en majuscule. Donc, priorité égale. Ils sont concomitants, parce qu'ils sont en plus, ils ne sont pas en flèche, donc séquence. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de voir ce qui converge. On peut avoir un protocole explicatif. Donc, le quanti vient en premier. La priorité, elle est quanti, c'est celle-là qui est en majuscule, qui mène au quali. Donc, dans le fond, je fais passer l'exemple classique, je fais passer un questionnaire, j'ai des résultats que je veux expliquer, je fais des entrevues et j'explique par la suite qui visent à expliquer les résultats que j'ai eus dans mon questionnaire. Donc, les priorités, c'est d'expliquer ce que j'avais déjà. Donc, l'objectif, c'est le quanti qui est de prime abord, c'est lui qui vient en premier, puis le quali sert à expliquer. À l'inverse, si je suis dans un protocole exploratoire, je fais d'abord du quali, donc il vient en premier, il est en majuscule, donc c'est lui qui a la priorité. Et les entrevues, par exemple, ça c'est l'exemple classique, les entrevues génèrent des thèmes qui me permettent, je veux généraliser mes thèmes, voir leur préséance dans la population. Je fais un instrument, puis je le fais passer. Ou encore, j'ai des thèmes qui me suggèrent, par exemple, que maintenant, je vais dire quelque chose qui est tellement évident que le monde dirait tu n'as pas besoin de faire des entrevues pour voir ça, mais admettons qu'il y a plusieurs années, là, je réalise que dans mes entrevues, puis là, j'essaie de voir la persévérance au postsecondaire, puis là, je réalise que plusieurs des personnes qui veulent abandonner sont des gens dont les parents n'ont pas d'études postsecondaires, par exemple. Puis là, je veux généraliser ça, bien, je peux aller chercher, je ne suis pas obligé de faire un questionnaire, je peux aller chercher les données Statistique Canada, prendre deux variables qui sont liées à mes entrevues, puis généraliser mes résultats qui sont venus de mes entrevues. Bon, vous voyez, ça, évidemment, les gens diraient laisse faire les entrevues, là, on le sait. Le protocole niché,
il est un peu plus, complexe. Ça se fait lorsque le chercheur analyse les données qualitatives et quantitatives à l'intérieur d'un protocole plus large qui est lui-même quantitatif ou qualitatif. Okay. La composante supplémentaire est souvent ajoutée afin de renforcer les expérimentations. Par exemple, l'exemple le plus cas, c'est qu'il y a une large étude clinique, puis on va prendre un sous-groupe de patients pour examiner leur comportement pendant la durée du traitement. Donc, la combinaison, elle peut être séquentielle ou concomitante. Le point d'interface, là, c'est au niveau de la conception de l'étude. C'est un des moments où la conception... oups, mon Dieu, excusez, j'ai fait une erreur. Donc, voilà, c'est dans le protocole. Bien là, ils l'ont mis quantitatif avec une composante quali qui vient renforcer le quanti, mais on pourrait quand même avoir des exemples inverses. Donc, un protocole qui est quali, mais dans lequel il y a une composante à l'intérieur qui vient juste renforcer l'étude plus globale qui est d'une autre nature. Le protocole transformatif, honnêtement, pour moi, c'est une reprise des modèles précédents. Il vise surtout à mettre en lumière que toutes les décisions quant à la priorité, à l'interface, à la chronicité, à l'interaction, se fait en fonction d'une posture critique, donc féministe, autochtone, marxiste, etc. Donc, ce modèle a été ajouté parce qu'en recherche qualitative, il y a quand même toujours une reconnaissance que la posture devrait être d'une inspiration, en tout cas critique, devrait être discutée avec des participants, devrait mener à un changement social. Fait que, bref, ce qu'on essaie de faire, c'est on le négocie et on essaie de le faire dans une perspective de changement social. Et le multiphase, ben là, ça, c'est des grosses problématiques, des gros programmes de recherche, donc projet à long terme, souvent une évaluation de programme où il y a, dans le fond, le qualitatif et le quantitatif qui sert au développement, à l'adaptation, à l'évaluation d'un programme. Par exemple, le chercheur peut commencer avec une étude qualitative des besoins de clientèle, utiliser les résultats pour concevoir un questionnaire et un protocole d'entrevue, identifier ses besoins dans la communauté, finalement faire une évaluation quanti du programme à partir du questionnaire et des entrevues qu'il a développées. Puis donc, il y a plusieurs points d'interface tout au long du protocole. Voilà. Ouf. OK. Des exemples maintenant. Donc, commençons avec le protocole exploratoire. J'essaie ici de souligner les méthodes de collecte et d'analyse. Donc, Salvador Garcia, etc., ils étudient l'éducation physique et pour voir en fait si si l'apprentissage des langues peut contribuer aux objectifs du cours d'éducation physique. Bref, ils ont mené des entretiens avec 12 participants. Sur la base des analyses, il y a 2 facteurs qui semblaient moduler l'effet de l'approche du contenu des langues sur l'éducation physique, les relations sociales et l'activité physique. Okay? Donc, en gros, en faisant des entrevues, on se rend compte que les relations sociales, ça a une influence, ça a l'air d'avoir un lien, selon les entretiens, avec l'activité physique. Ils formulent 2 hypothèses à partir de ça. Donc, les relations sociales mesurées par le questionnaire sociométrique vont s'améliorer avec l'approche CLL et la durée pendant laquelle les élèves sont engagés dans une activité physique sera moindre pour le groupe expérimental que pour le groupe témoin. OK, c'était intéressant, ça voudrait dire qu'il y a une relation négative. Bref, modèle super compliqué. Je vous laisse la lire. Si jamais vous voulez aller la lire, j'ai mis la référence, puis je l'ai à la fin aussi. Mais bref, ce qu'ils ont fait, ils ont sélectionné un échantillon de 49 élèves en 23 groupes, groupe expérimental et groupe témoin. Un questionnaire a servi à analyser les relations sociales au début et à la fin. Et suivant un protocole charisé expérimental, ils ont utilisé un accéléromètre pour mesurer l'activité physique modérée à vigoureuse des élèves durant les séances. En gros, ce que le résultat montre, c'est que les niveaux sont plus élevés dans le groupe expérimental que dans le groupe témoin. Un résultat qui clarifie les points de vue des personnes interrogées au départ. Les résultats du questionnaire sociométrique montrent qu'il n'y a pas eu de changement statistiquement significatif quand même concernant les relations sociales. Donc, bref, ça vous montre qu'ils ont fait des entrevues, ils ont développé un questionnaire, ils ont fait le test, ils ont utilisé un accéléromètre, donc qui est quantitatif aussi, et ils ont vu le lien, ils ont tenté de mesurer le lien entre les relations sociales et l'activité physique. Et voilà, je sais que parmi nous, en ce moment, il y a un prof d'éduc, alors j'inviterai, si jamais le prof veut lire l'étude, peut-être qu'il comprendra mieux. Je vous avoue que celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais lu. Un deuxième exemple qui est important, c'est le protocole explicatif. Donc, dans le premier, on était exploratoire. Donc, on avait du quali à partir duquel on développait un quanti.
Parce que c'est notre quali qui a donné les hypothèses qu'on allait tester par la suite. Là, on est dans un protocole explicatif. Dans le protocole explicatif, dans le fond, les chercheurs avaient deux hypothèses. Leur hypothèse, d'abord, il y en a une, c'est l'hypothèse de connaissance métacognitive. Pour eux, le programme Study Smart conduit à une connaissance métacognitive par rapport pour le groupe témoin, pour le groupe expérimental que pour le groupe contrôle. Dans le fond, le programme Study Smart, c'est un programme qui permet aux étudiants d'université de réfléchir à leur stratégie d'apprentissage. Dans le fond, puis ce que ça dit, la première hypothèse, c'est que s'ils suivent le programme Study Smart, ben, ils vont avoir une meilleure connaissance métacognitive, donc de leur propre processus d'apprentissage, de leur propre processus cognitif. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse d'utilisation des stratégies d'apprentissage. Donc, selon l'hypothèse à tester, c'est que le programme Study Smart conduit à une plus grande utilisation de stratégies d'apprentissage efficaces pendant l'auto-apprentissage par rapport au groupe contrôle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 47 étudiants de première et deuxième année en médecine, répartis aléatoirement en groupe test et en groupe contrôle. Donc, c'est vraiment expérimental, puis vraiment une groupe expérimentation pour essayer de voir le lien de causalité et pas juste de corrélation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un questionnaire rempli à chaque semaine et à la fin, les étudiants devaient participer à un groupe de discussion. Donc là, je vous ai mis, puis c'est ça que je voulais vous montrer. Je trouvais qu'il est intéressant cette étude-là parce qu'ils ont montré la chronicité des événements. Donc d'abord, ils ont réparti de façon aléatoire les participants. Ils leur ont fait passer un pré-test par rapport aux habiletés métacognitives. Après ça, il y a un groupe qui a reçu une intervention, donc le programme Study Smart, l'autre qui ne l'a pas reçu. Ils avaient, à chaque semaine, ils devaient remplir un questionnaire sur leur stratégie d'apprentissage. Après ça, ils ont fait un test, un post-test sur leur stratégie métacognitive. Puis, ils ont fait des groupes de discussion d'abord avec ceux qui avaient passé le test au début. Donc, ils ont fait le lien. Donc là, ils ont pu voir la différence ici. Ils ont voulu comprendre la différence en faisant un groupe de discussion avec le premier groupe. Et ils ont quand même décidé de donner l'intervention après au deuxième groupe. Et là, ils ont fait un test, un focus group avec eux pour voir comment eux comparaient. Donc, eux, ils avaient eu la condition non expérimentale et la condition expérimentale. Donc, ils pouvaient, en une entrevue, expliquer comment ils avaient leur apprentissage entre les semaines 2 à 5, entre les semaines 9 à 11. Ils pouvaient comparer comment ça avait aidé ou pas leur apprentissage. Dans le fond, les analyses quantiques, c'est qu'ils ont fait un test T, donc pré-post, donc comparaison de moyenne, voir si c'est une différence significative. Puis les entrevues, c'était très simple, une analyse thématique afin de comprendre pourquoi le programme va modifier les connaissances métacognitives et les stratégies d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est un classique explicatif. Parce que dans le fond, vous comprenez bien que le focus group, c'est pour comprendre les résultats au post-test. OK. Protocole niché. Là, c'est pour vous montrer que c'est beaucoup d'interactions. Beaucoup d'interactions. Donc, il y avait deux questions de recherche. OK? Faites-vous-en pas, c'est pas la COVID, mais j'ai la gorge sèche, donc je bois beaucoup. Le premier, c'était quels sont les mécanismes et les facteurs contextuels qui permettent à l'équipe éducative de développer une approche globale de promotion de la santé. Okay? Donc, quand on dit quels sont les mécanismes et les facteurs contextuels qui favorisent quelque chose, souvent, on est quand même dans le quali, dans le sens qu'on essaie de comprendre quels sont les éléments contextuels qui aident à développer quelque chose. Après ça, la deuxième question, c'est quel est l'impact du programme de promotion de la santé sur les pratiques individuelles et collectives des enseignants et l'impact de ces pratiques sur le climat scolaire et la perception que les enfants ont de leur école. Là, je suis désolé, on n'est pas dans l'enseignement supérieur, mais on est dans l'éducation. Donc, le but, c'est de mesurer l'impact. La deuxième question de recherche est la plus importante. Le quanti est le plus important. Et le quali nous sert à donner des éléments de contexte. Dans cette étude-là, il y a plusieurs niveaux d'organisation qui sont impliqués dans la mise en œuvre, notamment au niveau local et régional. Dans ce protocole, l'échelle régionale, donc les régions en France, on est en France. L'échelle régionale a été étudiée en utilisant des méthodes qualitatives, ce qui a permis d'extraire des éléments de contexte qui sont susceptibles d'être déterminants pour mesurer l'impact d'un programme à l'échelle locale. Donc, il y a des éléments de contexte qu'on doit prendre en compte pour évaluer l'impact. Donc, les éléments de contexte, on les analyse de façon quali.
Donc, pour valider cette hypothèse, les résultats issus d'analyses qualitatives régionales ont été quantitativés pour les intégrer à l'analyse quantitative à l'échelle locale. Ça a permis, donc, dans le fond, c'est comme si on faisait de nos thèmes, donc dans telle région de la France, en la Loire, en Alsace, la région parisienne, il y a des éléments de contexte. Nos entrevues génèrent des thèmes. Les thèmes deviennent des variables modératrices dans une régression, par exemple. Ça veut dire que tel élément a-t-il de l'influence sur tel autre? Et là, après ça, si je rajoute cette variable-là au milieu de contexte, est-ce que la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante se modifie ou pas? En gros, c'est l'idée. Donc, ils ont quantitativé du qualitatif. La collecte s'est faite de façon concomitante. Ils ont fait des entrevues à tous les niveaux et un questionnaire au niveau local. Et ça, c'est. Puis moi-même, je fais ce genre de protocole-là, dans le sens où lorsqu'on a un questionnaire, on veut le plus grand nombre de participants possible. Donc, la seule façon d'avoir un grand nombre de participants, c'est d'aller au niveau le plus micro possible parce qu'il y a plus de monde. Il y a plus d'élèves qu'il y a d'enseignants, il y a plus d'enseignants qu'il y a de directeurs, il y a plus de directeurs que de ministres. Donc, plus je monte, moins il y a de monde. Moins il y a de monde, moins le quantitatif devient pertinent. Donc, je suis mieux d'aller vers le quali. Donc, au niveau supérieur quali, plus je descends au niveau inférieur, plus je prends du quanti. En termes d'analyse, ce qu'ils ont fait, c'est une analyse de contenu et une théorisation ancrée en qualitatif. Puis, on fait des statistiques multiniveaux et multivariées. Donc, tantôt, j'ai parlé de variables modératrices, mais en fait, ça, c'est si je faisais une régression. Mais si je fais une régression multiniveau, je pourrais très bien dire que dans le fond, c'est ça. Une régression multiniveau, c'est que j'ai le niveau, je regarde les relations entre deux trucs au niveau local, mais le niveau local est imbriqué dans un niveau médian qui lui-même est imbriqué dans un niveau plus large. Fait que je peux voir l'impact des relations à différents niveaux. Fait que voici ce qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé la technique de l'assimilation. Donc, on en avait parlé pour voir la convergence dans les données. Ils ont construit des scores à partir des codes qui avaient émergé dans les entrevues pour caractériser les régions. Puis, ils ont classifié les résultats du questionnaire dans certains contextes locaux pour les intégrer aux études de cas. Donc, ils ont même qualifié des résultats quanti pour faire des études de cas dans chaque école. C'est pour ça que vous voyez à quel point tout c'est ça, un protocole niché. Ils ont fini par déterminer une série de mécanismes et de facteurs contextuels qui permettent de contribuer à comprendre l'impact d'un programme de promotion de la santé sur le bien-être des enfants, les pratiques enseignantes et le développement de l'école. Fait que voilà. Donc, j'espère que ce que j'ai dit avait du sens par rapport à ce qui est montré. Donc, le quanti qui donne les numériques, puis il y a une partie quali pour les éléments de contexte qui permet après ça, dans l'analyse de données, comment ils ont procédé à chacun, comment ils ont quantitativé les thèmes, parti par là, et comment ils ont qualitativé les statistiques en études de cas, puis comment tout ça a mené à une interprétation globale. Voilà. Donc, ça, c'est une étude que je vous encourage à lire. Elle est. Ce qui est intéressant, c'est que dans les méthodes quali, si vous faites du mixte, c'est que vous pouvez publier un article sur l'étude que vous avez faite et publier un autre article sur la méthode, juste pour expliquer la méthode que vous avez utilisée. Lorsque votre méthode est originale, là, c'est ça. Ça, c'est tiré de leur article, pas sur le programme de promotion de la santé lui-même, mais vraiment juste sur leur méthode. OK. Protocole divergent parallèle. Parce que là, je vous ai parlé, j'avais parlé tantôt de convergent, mais là, divergent. Ce que je trouve intéressant, donc c'est l'exemple de Wong. Quand j'ai suivi un cours de méthode mixte, elle était venue nous parler à Toronto, elle était venue nous parler de son doctorat. C'est sa thèse de doctorat qu'elle avait faite. Ce qu'elle voulait faire, c'était d'explorer l'influence de la culture sur la formation et la pratique médicale dans des contextes mondialisés. Donc, elle était en enseignement supérieur et elle, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier la formation à la médecine dans différents pays, puis de montrer qu'il y a des différences culturelles. En fait, ces questions, puis vous allez voir, c'est intéressant. Elle voulait répondre aux questions suivantes. Comment les programmes de résidence en médecine au Canada se comparent-ils à ceux de la Thaïlande? Comment se comparent les valeurs qui guident l'enseignement et l'apprentissage dans ces deux contextes? Et comment la culture influence-t-elle la formation à l'anesthésie dans chaque contexte? Donc, on parle résidence en médecine, particulièrement formation pour les anesthésistes. C'est un protocole divergent qui comparait deux cas étudiés. Donc, c'est comme une étude de cas comparés. Donc, on fait du quali-quanti dans chaque cas et on le fait de façon séquentielle mais un n'influence pas l'autre, mais parce qu'elle n'a pas pu faire les deux en même temps. Mais pourquoi je dis que c'est divergent?
c'est qu'elle utilise deux paradigmes différents pour expliquer des résultats qui divergent. Vous allez comprendre. Donc, elle fait son analyse de documents. D'abord, comprendre, donc l'analyse de programme. Donc, d'abord, le programme de l'Université de Toronto. Probablement qu'il y avait une analyse, je ne sais pas s'il y a une analyse des exigences de l'ordre professionnel, mais du moins le programme, les plans de court cadre et les activités d'apprentissage. Donc, elle prend des documents, FLAC, Toronto et en Ontario et en Thaïlande. Ensuite, elle va, donc ça fait du CALI. Ensuite, elle va observer des séances d'enseignement. Elle va suivre 14 séances d'enseignement en Thaïlande, 15 séances d'enseignement au Canada. Et évidemment, et elle va faire aussi de l'observation, donc des séances d'enseignement et des séances d'observation de pratique clinique. Donc, suivre les étudiants dans leur résidence, donc en milieu hospitalier. C'est complet comme étude. Et là, évidemment, on est encore dans le CALI. Parce que souvent, technique d'observation, on pourrait quantifier des résultats, mais normalement, l'observation, c'est une approche qualitative. Ensuite, elle a fait un questionnaire maison. Donc là, il y aurait eu un enjeu de savoir est-ce qu'il a été validé, mais elle a fait un questionnaire maison sur les valeurs. Elle a distribué à 58 personnes en Thaïlande et 62 au Canada pour essayer de voir quelles étaient les valeurs qu'ils avaient par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. Et finalement, des entrevues avec des professeurs, 13 en Thaïlande, 16 au Canada, pour comprendre tout ça, donc les valeurs, les méthodes de formation, etc. Les analyses qu'elle a faites, d'abord des statistiques descriptives, ensuite une analyse factorielle basée sur son questionnaire maison. Ça a permis de générer 7 facteurs. Avec ça, elle a comparé l'influence des facteurs dans les deux pays. Donc, elle a pris 3 facteurs, je ne sais pas pourquoi 3 sur 7, il faudrait que je revérifie. Donc, 3, elle voulait voir l'impact ou enfin la prépondérance ou l'influence perçue des 3 facteurs dans les 2 contextes. Donc, 2 groupes, 3 variables dépendantes. Donc, on est dans une MANOVA, une analyse de variance, mais à plusieurs groupes, sur plusieurs données. Sur plusieurs variables dépendantes, je vais finir par le dire. Et une analyse thématique des entrevues à la fin et des documents du début et des observations qu'elle a faites. Donc, elle a généré des thèmes à partir de ces 3 corpus de données quali. Elle a analysé les données quanti et quali conjointement dans chaque pays. Donc, d'abord, je fais tout le Canada, tout ensemble, mon quanti, mon quali, et en Thaïlande. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats divergeaient. Et pour les expliquer, elle a pris un protocole divergent. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a choisi 2 paradigmes différents. Un paradigme critique et un paradigme constructiviste pour expliquer que 2 visions partielles de la réalité. Pour analyser les données qui répondaient et qui les faisaient confronter selon une approche dialectique. Donc, elle faisait dialoguer ces paradigmes. En gros, des résultats différents pouvaient expliquer des inéquités socio-économiques, parce que la Thaïlande, ce n'est pas le Canada. Donc, les différences dans les conditions de pratique, d'admission, d'enseignement de la médecine sont différentes au Canada et en Thaïlande. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes équipements, peut-être que les profs n'ont pas les mêmes formations, peut-être que les étudiants ont des conditions socio-économiques très différentes. Peut-être que ça explique aussi le fait qu'ils aient des valeurs différentes. Donc, ça, c'est un élément. Donc, les différences socio-économiques, et ça, c'est dans une perspective critique. Mais une partie des résultats pourrait aussi être expliquée sur le fait qu'il y a une culture différente. Ce n'est pas juste qu'on a des moyens différents, c'est qu'on a une vision du monde, on a une réalité qui est différente. Donc, elle a pris une approche constructiviste ou relativiste dans ce cas-là pour montrer que, dans le fond, la pratique de la médecine variait. Oui, il y a des impondérables. Il y a ce qu'on appelle des universaux en médecine. Ne serait-ce que par le fait que le corps humain, il y a des éléments qui sont de base partout. Mais il y a des éléments de contexte pour comprendre l'enseignement et l'apprentissage qui sont le résultat d'un contexte, d'une trajectoire culturelle, d'une trajectoire historique particulière. Ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre, qu'un est plus vrai que l'autre. Mais donc, comprendre les différences entre 2 pays en utilisant à la fois une posture critique et à la fois une posture relativiste, c'était très intéressant. Puis vraiment, sa discussion, et elle les faisait dialoguer. Donc, c'est comme donc, on prend un résultat, puis là, tel paradigme l'expliquerait de telle façon,
Puis là, l'autre paradigme répondrait ça. Fait qu'on les fait vraiment parler comme si c'était deux. Prenez la méthode socratique, prenez le livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Platon, là, comment il fait ces fameux dialogues, mais c'est un peu ça. Je fais parler mes résultats un avec l'autre. Donc là, je vois Florent qui s'est joint à nous et qui vient de sourire. Alors voilà, c'est une façon de négocier les résultats qui diffèrent d'un endroit, dans une approche. Donc, vous pourrez l'essayer, mais c'est quand même complexe. Moi, oui, avant de parler de l'autre cas, juste vous montrer ça a l'air de quoi, dans le fond. Donc, K1, ah mon Dieu, on est allé trop vite, trop vite. Voilà, K1, donc le programme thaïlandais de résidence en médecine. Donc, elle a étudié l'organisation, le curriculum, l'enseignement, l'évaluation, les valeurs. Résumé de K1. K2, le programme canadien, on fait la même chose au Canada. Et après ça, analyse comparative, donc comparaison des programmes du point de vue de l'organisation, du curriculum, de l'enseignement, etc. Ça, c'est très quali. Hein? Quand on compare des structures, c'est très quali. Comparaison des valeurs, donc quali, parce que analyse thématique des entretiens, de qu'est-ce qu'un bon enseignant et qu'est-ce qu'une bonne relation enseignant-étudiant. Là, on voit que ce thème-là, puis qu'un bon clinicien. Vous voyez qu'en fait, le questionnaire servait finalement juste à la question sur qu'est-ce qu'un bon enseignant, finalement. Et elle a mis tout ça dans sa troisième question. De quelle manière la culture affecte-t-elle l'apprentissage et la pratique des anesthésistes? Donc, elle a intégré les contextes locaux et elle a fait usage de 2 paradigmes et elle a expliqué les conséquences de l'utilisation de chacun de ceux-là. Donc, voilà son étude. J'ai personnellement été très inspiré par Anne Wong lorsqu'elle est venue présenter justement le cours sur les méthodes mixtes. Et je me suis dit que j'allais m'en inspirer pour ma propre étude doctorale, mais dans mon cas, au lieu d'aller sur une stratégie divergente, j'allais suivre un protocole convergent parallèle. Donc, et là, pour ceux qui sont étudiants avec moi, je suis désolé pour la répétition. On dit souvent que, par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni ont des systèmes d'enseignement supérieur excellents parce que leurs universités produisent plus de recherches, elles sont toujours les mieux classées dans les classements internationaux. Mais en fait, ce que je réalisais à un certain moment, c'est que les pays scandinaves, et notamment le Danemark et la Suède, produisaient 3 fois le nombre d'articles savants des États-Unis. Per capita, ils avaient plus d'universités dans le top 100, si on pense au classement du Shanghai Jiaotong. Ça, c'est si on accorde la valeur à ces classements-là. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on y accorde la valeur ou pas. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que je me disais, oui, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans ces pays-là? Parce que quand on explique pourquoi les États-Unis, ça fonctionne, on se dit il y a un financement concurrentiel, il y a beaucoup de financement privé qui est très fort, les universités sont autonomes, il y a un conseil d'administration avec des membres externes, les droits de scolarité, etc. Puis je dis, mais les pays scandinaves les universités sont beaucoup moins autonomes, il n'y a pas de droit de scolarité. Les étudiants sont payés. Le niveau d'accès à l'enseignement supérieur est équivalent à ce qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne là-bas? Alors, c'était mon objectif de recherche, identifier les facteurs systémiques qui contribuent à la production de recherche universitaire au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Suède. Donc, c'est un nombre limité de pays. Hein, je ne pouvais pas si j'avais eu 124 pays, j'aurais peut-être pu tester quantitativement les facteurs d'un à l'autre, etc. Mais là, c'était plus compliqué. Donc, j'ai développé un protocole un peu différent. J'ai suivi l'approche par problématique en éducation comparée de Brian Holmes, qui est une approche hypothético-déductive et qui suit le processus de falsification de Popper. Ce que ça veut dire, c'est que, en gros, j'ai fait une recension de 400 documents qui m'a permis d'identifier 39 explications sur le succès social-démocrate. J'ai combiné, là, mes collègues, mes étudiants vont peut-être dire « Ah non, mais c'était pas 8, c'était 6, là, je vais au plus simple. » J'ai combiné les 39 explications en 8 facteurs. Chacun des facteurs est devenu une hypothèse à tester. Et dans le processus de falsification, c'est que je considérais que, en fait, j'essayais d'infirmer mes hypothèses. J'avais toutes mes hypothèses, j'allais voir, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je trouve sur le terrain pour infirmer mes hypothèses. Et c'était lorsque j'étais incapable de trouver cet élément qui me permettait de les infirmer que je les considérais comme provisoirement non infirmés ou provisoirement, je ne peux pas dire confirmés, mais j'avais trouvé, je disais en anglais « tentatively undisproven ».
Et donc, comment j'ai fait pour justement rejeter cette hypothèse nulle et donc accepter? Bien, il fallait que j'aie convergence entre. Donc, j'ai mené, peut-être qu'il aurait fallu que. Non, en fait, je vais le dire comme ça parce que je vais parler de la collecte comme telle. Donc, pour rejeter l'hypothèse nulle, il fallait que j'aie convergence entre les acteurs à différents niveaux du système éducatif. Il fallait que j'aie convergence entre les facteurs identifiés comme importants dans les différents pays. Il fallait que j'aie convergence, et c'est là le plus important, entre les données quali et les données quanti. Dans méthode mixte, on va dire que c'est une stratégie de réduction des données. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai plein de données quali, j'ai plein de données quanti, je ne conserve que ce qui converge, que ce qui est dans les deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un questionnaire, moi aussi, maison, que j'ai distribué. Il y a 456 personnes qui ont répondu. J'ai mené 56 entrevues avec des acteurs de 14 types d'organisations. Donc, ça allait du ministère, ça descendait organismes subventionnaires, agences d'assurance qualité, syndicats de professeurs, associations d'étudiants. Puis là, je choisissais une université cas par pays. Puis là, je descendais du conseil d'administration, vice-rectorat à la recherche, vice-décanat, jusqu'à l'étudiant au doctorat. Et je faisais ça dans les 4 pays. Qu'est-ce que j'ai fait comme analyse quanti? Donc, j'ai fait une ANOVA à mesure répétée dans laquelle chaque facteur était considéré comme une condition expérimentale différente. Donc, je comparais les scores moyens des items à chaque facteur pour chaque participant. Donc, c'était une ANOVA intra-sujet. Et donc, il y avait des facteurs qui étaient dont la moyenne était significativement plus élevée que tous les autres. Il y avait des facteurs dont la moyenne était significativement plus faible que tous les autres. Mais il y en avait deux. C'était 2 facteurs. Donc, internationalisation et tradition universitaire. L'influence perçue des items qui étaient sous-jacents à ces 2 facteurs-là était significativement plus élevée que tous les autres. En même temps, dans mes entrevues, les thèmes convergeaient. Donc, j'utilisais le niveau de saturation comme mesure étalon. Donc, quand moi, dans mes entrevues, j'apprenais plus rien, tout le monde disait que tel élément était positif, je trouvais que ça saturait, je le faisais passer. Et donc, seulement 2 facteurs n'ont pas pu être infirmés, l'internationalisation et les traditions universitaires. Et là, j'utilisais le capitalisme universitaire et les types d'État-providence pour expliquer mes résultats. Je vais vous montrer comment je les ai présentés parce qu'il y a différentes façons de présenter des résultats d'une analyse de méthode mixte. Donc, ici, vous avez mes facteurs. Et ici, donc à gauche, là, donc mes 2 facteurs. Et au milieu, vous avez les thèmes des entrevues qui étaient les mêmes que mes items du questionnaire. Donc, les 2 étaient vraiment, j'allais dans la même structure. Et donc, ce que vous voyez, c'est les items, quand ils sont dans le quanti, c'est qu'ils ont obtenu au moins 4 sur 5 dans l'échelle de Likert, dans le questionnaire. Donc, ça, c'est ma mesure descriptive. Mes 2 résultats qui sont ici, c'est parce que l'ANOVA à mesure répétée a montré qu'il était significativement plus important. Et lorsque, donc, les thèmes ici sont fusionnés, c'est que ces thèmes-là étaient convergents à travers les pays, à travers le quanti-quali. Et ça me permettait donc de préciser qu'est-ce que j'entendais par tradition universitaire. Puis si jamais vous demandez comment ça que la concentration du financement, c'est une tradition, on pourra en discuter. Tradition Humboldtienne, prédominance du financement public, autonomie des universités, légitimité, liberté universitaire, super important. Mais vous voyez que collégialité sortait fort au niveau quanti, mais nullement, dans aucun pays, c'est sorti dans mes entrevues quali. Ça ne veut pas dire que la collégialité n'est pas importante, mais n'ayant pas cette convergence, je ne pouvais pas retenir que c'est un élément important, donc je ne l'ai pas considéré par la suite. La même chose sur l'internationalisation, donc collaboration de recherche, chercheurs étrangers, financement européen, on l'a, c'est partout. Mais vous voyez que les partenariats institutionnels, ça sortait important en quanti, mais je n'ai pas réussi à atteindre le niveau de saturation dans mes entrevues quali sur l'importance des partenariats entre les universités. Puis en Finlande, les étudiants étrangers, c'était perçu comme, puis en Suède, très important, mais dans les entrevues non plus, ça ne sortait pas. Donc, je ne les ai pas considérés. J'ai considéré les facteurs et les éléments qui étaient à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que je les ai présentés dans un tableau à triple entrée. Voilà. Quelques mots maintenant sur la méthode de représentation des données, parce que ce n'est pas juste de savoir comment les analyser, c'est comment est-ce qu'on fait pour présenter du quali-quanti. La façon la plus simple, c'est une présentation séparée, vraiment. Donc, vous faites votre chapitre quali, vous faites votre chapitre quanti, puis dans la discussion, vous en parlez.
dans le cas des deux. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Le tableau que je vous ai montré, c'est le tableau de la discussion. Donc, c'était pas mais c'est une façon qui peut être. Mais vous pouvez décider de ne pas faire de tableau, pas faire de graphique, juste en parler dans les mots. Certains, dans les articles savants, par contre, l'enjeu qu'on a, c'est que l'espace est plus restreint. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans la section résultats de l'article, on va présenter les résultats quanti, parce que c'est là qu'il faut qu'on explique la méthode qu'on a utilisée, l'échantillonnage, etc., etc., etc. Et dans la discussion, là, on va discuter de nos résultats quanti en utilisant les citations qui correspondent pour soutenir nos résultats. Le problème, c'est que ça donne l'impression, donc, parce que je vous ai parlé au début, est-ce que vous donnez priorité au quali, priorité au quanti? Ça donne toujours l'impression qu'on donne priorité au quanti, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Dans mon cas, les deux étaient d'importance égale. Dans le cas de Anne Wang, les deux étaient d'importance égale. Mais parce qu'on est limité dans le temps, qu'on est limité dans l'espace, des fois, on est obligé de faire ce genre de choix-là. Mais on peut faire une représentation combinée. Et ça, c'est un élément. Donc, je vais vous montrer le tableau ici. Oui, c'est ça. Donc, dans l'image, donc ça vient du livre de Creswell et Plano-Clark, qui est vraiment le livre en méthode mixte. Là. Je le mets partout dans mes références. D'ailleurs, j'ai mis 2011, mais il y a une version 2018 qui est sortie. Par exemple, on a les données quantitatives catégorielles provenant de l'échelle Strength-Fighter, okay, où on essaie de voir les forces de certains types de leaders. Et là, on a différents types de leaders. Fait que là, on a ici les différents types. Ça, c'est des données catégorielles d'un instrument de mesure. Et on a des thèmes qui ont émergé. Et on montre, dans le fond, les thèmes qui ont été regroupés. Puis, on met le nombre de fois qui sont apparus donc, dans l'entrevue. Donc, par exemple, si je prends les 8 personnes qui ont une force de ce type, le input, dans les entrevues, on a 24 occurrences de thèmes relatifs à relationship building, donc construction d'établissement de relations, 15 qui sont plutôt à être conscient des forces et 55 qui sont plutôt dans la relation aux résultats. Donc voilà, vous avez ce genre de représentation-là. Donc on prend puis on prend ça, c'est des parcelles d'entrevues, des extraits de citation micro, là, parce qu'il faut que ça rentre dans un tableau. Mais voilà, ça vous donne un peu le genre d'idée de présentation qu'on peut avoir. On peut aussi montrer des citations avec les données quanti qui divergent. Ça dépend. Par exemple, on peut aussi centrer juste sur un cas. Donc, on donne un exemple. On prend une personne. On sait, par exemple, que les étudiants de première génération, dans notre questionnaire, ont répondu ça, ça, ça. Puis là, on a dans nos entrevues un étudiant de première génération qui parle de ça. Donc, on le prend comme cas. Puis, dans le fond, il nous sert à faire le pont avec nos résultats quanti, par exemple. On peut faire ce que j'en ai parlé tantôt, la réduction de données. Donc, on présente juste ce qui converge ou diverge. Et comme j'ai parlé tantôt, on peut, et évidemment, certains vont l'essayer, donc transformer des données, quantifier des données quali ou qualifier des données quanti. Puis, on peut, je vous laisserai aller voir les études qui sont nommées. On peut développer des typologies pour créer des groupes à comparer. Donc, par exemple, à partir de mes résultats qualitatifs, je pourrais décider de créer des groupes et après ça, et je peux avoir réalisé les études en parallèle. Là. Je fais des entrevues, je fais des questionnaires, puis là, dans mes entrevues, je réalise que certaines personnes sont plus de ce type-là, certaines personnes sont plus de ce type-là, certaines personnes sont plus de ce type-là. Et là, je prends mes questionnaires, j'essaie de faire rentrer mes répondants dans les 3 catégories. Et là, je fais, par exemple, une analyse de variance pour voir si les résultats au questionnaire varient selon les groupes que j'ai identifiés dans mes entrevues quali, par exemple. Donc, c'est des façons de le faire. Je vous donne celui-là, il est compliqué. Mais je trouvais ça, juste pour vous montrer que c'est ça. Des fois, on essaie de créativité pour présenter les données. Par exemple, ça, j'essaie de retrouver.
Ah oui, c'est ça. Cette étude-là, elle examinait les comportements sains en termes de santé, dans les dyades mère-fille de 6 origines ethniques culturelles aux États-Unis. Dans le fond, 4 individus, en fait, c'est quatre dyades, ont été choisis pour illustrer l'échelle d'évaluation. Donc, ce que vous avez, en fait, c'est une représentation des liens de corrélation entre les comportements sains dans un questionnaire des mères et des filles. Donc, vous avez des corrélations quasi parfaites, corrélations beaucoup moins bonnes. Donc, ça, c'est comme un peu... Et vous avez par exemple, FSU, donc des gens de l'ex-Union soviétique, donc une mère voici ce qu'elle a dit, puis sa fille qui a quand même des bons comportements de santé, c'est ce qu'elle disait aussi par rapport à sa santé. Excusez-moi, c'est l'inverse. La fille, c'est ce qu'elle disait par rapport à sa santé, puis ce que la mère disait par rapport à sa santé. Mais par exemple, pour illustrer une corrélation beaucoup moins bonne, ben, si je regarde ceux d'Afrique du Nord, ben là, voici ce que la fille a dit par rapport à sa santé. Puis voici ce que la mère a dit par rapport à sa santé. Puis là, on voit que la corrélation entre les deux est beaucoup moins bonne. Alors que si on regarde les deux maladies de mère-fille en provenance d'Europe, ben là, sont tous les deux exactement sur le même score. On voit une corrélation qui est qui était probablement beaucoup plus forte dans le questionnaire. Ça, c'est pour le représenter, évidemment. Là, on n'a pas l'indice de corrélation, on n'a pas le R là-dessus. Mais on voit que, dans le fond, les deux sont collés. Puis voici donc la dyade. Et c'est pour montrer l'influence, ou en tout cas les relations, pas l'influence parce que ça présumerait une espèce de causalité, mais du moins les relations entre les comportements sains d'une mère et sa fille. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Puis c'est une façon de représenter avec des citations. Ça reste un peu compliqué. Ça m'a pris du temps à comprendre le tableau. Des fois, on se dit aussi qu'il faut représenter, il faut que les gens soient capables de lire assez rapidement ce que ça veut dire. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas si c'est réussi, mais si vous avez compris, c'est une bonne chose. J'en ai rajouté un. Je vais juste vous montrer un exemple de présentation dans laquelle les facteurs de l'analyse factorielle sont devenus des regroupements thématiques. Et ça, je la trouvais intéressant. Donc, c'est une étude, en fait, sur la persévérance des étudiants au doctorat qui sont dans un programme en administration scolaire. Non, en administration, en enseignement supérieur. Donc, ça, c'est drôle parce que non, ils disent Leadership in Higher Education, Educational Leadership in Higher Education. En tout cas, il faudrait voir. Les répondants ont été répartis selon 4 groupes, selon où ils étaient dans leur doctorat. Donc, vous les avez ici. Est-ce que vous les avez ici? Non. C'est quoi? Enfin, je sais qu'il y avait ceux qui viennent de rentrer, ceux qui sont en première année, deuxième année, ceux qui sont à la fin. Puis dans le fond, les coefficients standardisés pour la première fonction discriminante ont indiqué les 9 variables prédictives. Puis ils ont montré comment les variables prédictives variaient selon les groupes. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, là, il y a plein de choses. Vous voyez les phases, donc quanti, après ça, on a une analyse quanti, c'est là qu'on fait nos fonctions discriminantes. Après ça, on choisit nos cas, évidemment en fonction de où ils sont à leur étape de doctorat. On fait donc l'analyse Cali, on fait la collecte de données Cali, on fait l'analyse Cali, puis finalement, on essaie d'interpréter le tout ensemble. Ce que je voulais essayer de montrer, c'est ici, ils ont les fonctions, non, c'est ça? Ah, le factor loading, bien, c'est ça, ils ont fait une analyse factorielle. Donc, des facteurs qui ont une influence sur la persévérance. Donc, les facteurs, c'était quoi? Les facteurs liés à l'université, les facteurs liés au programme d'études, facteurs liés au corps professoral, facteurs liés aux étudiants eux-mêmes, facteurs liés à leur direction, facteurs liés à la dissertation, donc à la thèse, au comité, aux membres du comité de thèse. Voilà. Et là, on a nos quatre étudiants qui sont à différentes étapes et qui vont parler donc des thèmes qui sont émergés dans ces grandes catégories-là. Donc, ça, c'est les sous-thèmes que vous avez ici qui ont émergé pendant les entrevues. Donc, c'est une autre façon de présenter une méthode mixte. Voilà, je termine avec les conseils pour la rédaction.
Lorsque vous rédigez, je vous suggère d'avoir un titre succinct. Je vous suggère de mentionner évidemment le sujet, mais mentionner souvent, c'est important de mentionner les participants. Dans plusieurs cas, on va mentionner méthode mixte parce que oui, c'est gagnant quand même. Peut-être des fois, vous allez avoir des mots qui réfèrent à un protocole. Hein, c'est dans un protocole justement convergent. Ça, c'est un exemple de titre là, que j'ai traduit, mais dans leurs mots et par les chiffres, une étude mixte sur les présidents de collège latino-américaines. Sur un protocole explicatif, ben, les titres vont plus ressembler dans ce cas-ci, donc étendre les résultats du questionnaire avec des entrevues téléphoniques. Dans un cas exploratoire, dans lequel on commence par le quanti puis qui met le quanti, etc. Similarité et différence dans les connaissances des enseignants relativement à l'enseignement et à la compréhension écrite. Niché, ben là, ça pourrait être, c'est pas en lisant le titre que je serais nécessairement capable de savoir le protocole, là, mais améliorer la conception et une recherche aléatoire, de contrôle aléatoire dans une approche plus large de recherche qualitative. Bon, on le voit que c'est niché dans ce cas-ci, c'est assez clair. En gros, puis des suggestions que je vous donne, c'est peut-être pas juste pour les méthodes mixtes, mais dans l'introduction, montrer les lacunes dans la documentation par rapport à votre sujet, dans votre problématique. Peut-être lié à l'absence de méthode mixte, peut-être. Hein, le fait que des fois, le CALI montre ça, puis des fois, vous le remarquez en lisant. Quand on fait une recension d'écrit, c'est parce que, surtout lorsque vous êtes à l'étape du doctorat, on ne s'intéresse pas juste à savoir ce que l'étude dit. On doit savoir ce que l'étude a fait pour dire ce qu'elle dit. On peut pas, vous êtes rendu à un stade où vous ne pouvez pas juste prendre pour acquis ce qui est écrit par rapport à votre sujet. Donc, l'auteur a dit ça. Bien, si moi, vous me présentez ça, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je veux savoir ce qu'il a fait pour pouvoir dire ça. Donc, des fois, vous allez voir que lorsqu'il y a divergence, bien, c'est peut-être parce que les méthodes utilisées ne sont pas les mêmes. Et peut-être qu'il faudrait une méthode mixte pour réconcilier ces divergences. Dans la méthodologie, c'est important d'expliquer pourquoi on fait des méthodes mixtes, quel protocole vous avez utilisé, quelles données quali, quelles données quanti, quelle analyse quali, quelle analyse quanti, comment vous les avez fusionnés, à quelle étape vous les avez fusionnés, etc. Les résultats, ben là, ça va vous dépendre de votre protocole. La façon de les présenter. Souvent, dans les résultats, à moins que vos résultats, avant que vous ayez un point d'interface dans les résultats, donc qu'ils aient été connectés ou fusionnés ou transformés, conversant l'un dans l'autre, souvent, ça va être séparé. Puis dans la discussion, ben là, si les résultats étaient séparés, vous les analysez conjointement. Si c'est un protocole séquentiel, vous suivez l'ordre, évidemment, de présentation. C'est un protocole niché. D'abord, vous expliquez la composante principale et après ça, la composante secondaire. Et puis voilà. Ce sont là mes suggestions. Ah, j'avais un autre diapo. Enjeux et limites, oui, important. Donc, méthode mixte, il faut bien maîtriser les deux, mais il y a un gros problème. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ensemble des méthodes qui sont basées sur des postulats qui sont différents? Est-ce que la combinaison d'un grand questionnaire avec 2 courtes entrevues de 30 minutes, ça rend vraiment justice à l'analyse quali? Est-ce qu'on peut prétendre avoir fait une ethnographie par méthode mixte sans jamais s'être rendu sur le site étudié, sur le lieu étudié? L'idée, c'est qu'il faut respecter. En cuisine, certains disaient dans une émission qui a déjà été populaire, il faut respecter le produit. Il faut respecter la méthode ici. Il faut vraiment respecter chacune des méthodes. Mais évidemment, il y a certains postulats qui ne pourront pas être respectés dans la combinaison, puis il faut expliquer les conséquences. Hein. Ce ne sont pas toutes les approches quali qui permettent que les codes soient transformés en données. On ne peut pas toujours compter les occurrences de thèmes. Il faut faire très attention à ne pas surinterpréter les fréquences d'un mot. Ce n'est pas parce qu'une personne répète 100 fois le même mot dans une entrevue que c'est plus important qu'une personne qui vous l'a dit une fois. L'analyse quali, c'est ça l'affaire. On ne peut pas compter. Ce n'est pas l'objectif de compter. L'objectif, c'est de comprendre. Donc, il faut lire l'entrevue, il faut écouter l'entrevue. Une personne peut mettre l'accent sur quelque chose sans répéter 10 000 fois. Là. À la même manière, quelqu'un qui ne sait pas quoi dire peut répéter 20 fois la même chose, ça ne veut pas dire que c'est important. Donc, il faut interpréter, il faut faire attention. Il faut chercher le sens plus que le nombre. Certains tenants de l'interactionnisme symbolique disent que chaque cas individuel est représentatif de la population et que les similitudes sont plus grandes que les différences. C'est inadmissible en statistique. C'est inadmissible de penser qu'une personne représente un ensemble.
Donc, vous devez tenter comment vous allez concilier les deux. En utilisant une approche hypothético-déductive, pour le qualitatif et le quantitatif, on se prive de prendre en compte des nouvelles informations. Je vous ai parlé de mon étude doctorale. Elle était hypothético-déductive. J'ai exclusivement testé des facteurs. Dans les entrevues, j'ai réalisé qu'il y avait un élément que j'avais oublié, qui était la fusion d'établissements. Les gouvernements, notamment au Danemark, le Danemark est passé en début des années 2000 de 12 universités à 5 universités. Et ça a grandement contribué à leur visibilité, à leur rayonnement, parce que c'est l'effet de taille, en fait. Je ne l'avais pas mis dans mon questionnaire. Il est sorti dans mes analyses quali. Je n'ai rien pu faire avec parce que j'étais obligé de prendre ce qui convergeait entre les deux. Donc, j'étais limité par mon quanti dans ce cas-là. C'est souvent ça. Souvent, le quali, il y a des choses qui vont émerger, puis on se dit « Ah non ». Donc, j'en ai parlé dans ma discussion là, rapidement, mais ce n'est pas quelque chose que je peux rien affirmer par rapport à ça. En quantitatif, les variations sont ce qu'on appelle les erreurs. Si vous avez fait du quanti, là, on va parler d'erreurs. Et même, on va tendre à rejeter les cas extrêmes pour essayer de trouver le typique, la moyenne, parce qu'on se base sur des effets de moyenne généralement. En qualitatif, on aime bien s'appuyer sur des exceptions pour améliorer une théorie, proposer quelque chose de nouveau. Donc, comment on traite les exceptions, c'est très différent. L'échantillonnage. On ne peut pas généraliser à une population à partir d'un échantillon qui est non probabiliste. Non probabiliste, ça veut dire qu'il est non aléatoire. Mais sauf que c'est difficile en quali. On ne peut pas vraiment faire du non probabiliste en quali. Donc, on est un peu mal pris. Donc, c'est deux postulats différents. Mais de la même manière, on ne peut pas faire une analyse en profondeur mettons, j'ai 10 000 questionnaires complétés. Là. Je peux faire des belles analyses quanti avec ça, mais je ne peux pas analyser 10 000 entrevues. Je veux dire, il y a des logiciels, probablement comme NVivo, puis il y a maintenant du machine learning qui probablement permettrait d'analyser un immense corpus de données de façon qualitative. En tout cas, mais en 2004, quand ça a été écrit, vous voyez la source, là, Beasley en bas. Normalement, non, en quali, on ne peut pas. Fait qu'il faut être cohérent dans notre interprétation. Puis le problème, c'est lorsqu'on fait des analyses quanti-quali à partir du même échantillon. Si on a un échantillon différent pour le quanti et pour le quali, on peut s'en sortir. Mais si c'est le même monde qui ont fait des questionnaires et qui ont fait des entrevues, soit j'ai très peu de questionnaires, soit j'ai beaucoup trop d'entrevues. Comment les gens ont été choisis, enfin, c'est tout un problème. En termes d'analyse, lorsque des gens... donc, il y a des codes qualitatifs qui viennent pendant l'analyse, alors qu'en quantitatif, les codes viennent avant l'analyse. Hein? En quanti, vous avez déjà vos variables presque avant de faire l'analyse, alors qu'en quali, c'est pendant que vous lisez qu'émergent. Donc, combiner les deux dans une même base de données, ça oblige de recoder le quanti. Si vous combinez le quali-quanti ensemble, puis que les thèmes ont émergé pendant le quali, vous devez recoder votre quanti. Les codes quantitatifs sont généralement unidimensionnels, donc ils font référence à un élément, et directionnels. Normalement, c'est, par exemple, tantôt je parlais de l'accéléromètre, qui, par exemple, votre rythme cardiaque, là, je ne sais pas, il y a un nombre, il va dans une seule direction, puis il mesure un seul élément. Mais un code qualitatif, souvent, il est singulier, il n'est pas nécessairement directionnel, plus ou moins. Hein? Il n'est pas toujours donc, on n'est pas toujours capable de créer un ordre de grandeur. Et il est souvent, il est multidirectionnel puis il est singulier. Donc, plusieurs éléments. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il souvent un code en quali, ça peut faire référence à différentes réalités, puis on n'est pas toujours capable de dire si un est plus gros que l'autre. Donc, on a ce problème-là. Donc, si les données qualitatives sont quantifiées, il faut s'assurer que les nouveaux codes sont directionnels. Sinon, on ne sera pas capable de les mettre dans une analyse. À moins que, mais là, certains vont me dire non, on peut le faire. On va les utiliser comme des données catégorielles, puis voilà, ça dépend de l'analyse quantique que vous faites, en fait. On peut plus facilement utiliser des analyses exploratoires avec des données qualitatives qui ont été quantifiées que des analyses confirmatoires. Donc, analyse exploratoire, analyse factorielle, analyse de correspondance, analyse de composantes principales,
cluster analysis, désolé, analyse de cluster. Ça, c'est des analyses quantiques qui sont exploratoires, donc qui ne cherchent pas à confirmer, à tester une hypothèse. C'est des analyses en général dans lesquelles, comme j'avais dit au début, on met des données dans quelque chose, puis on regarde comment elles interagissent. On peut mettre du quali là-dedans, ça va fonctionner un peu mieux. Des analyses confirmatoires, ben, c'est les régressions. Puis là, c'est ça, c'est les régressions logistiques, régressions multiniveau, régressions multiples, etc. Mais c'est aussi les analyses de variance, ANOVA, MANOVA, etc. C'est plus difficile d'inclure du quali pour faire des analyses comme ça. C'est surtout le fait qu'il y a plusieurs analyses confirmatoires qui ont besoin de distribution normale. Et c'est très difficile d'avoir une distribution normale pour une variable lorsque notre variable elle est tirée de données qualitatives. Bref. Et finalement, le dernier élément, ben, il faut convaincre. C'est vraiment drôle parce que j'ai eu les deux cas de, je fais principalement des méthodes mixtes et j'ai eu les deux cas de figure. J'ai eu un article où j'avais fait des méthodes mixtes, puis on m'a dit ton quantitatif n'est pas nécessaire. Regarde, les entrevues nous le disent déjà. Fait que mets-nous juste tes entrevues. Puis là, je disais oui, mais vous ne pourrez pas comprendre pourquoi, dans les entrevues, j'ai choisi de parler de ces thèmes-là si vous ne comprenez pas que j'ai fait en parallèle une analyse statistique qui a confirmé ou infirmé. La même chose, on m'a dit tu le fais statistiquement, tu nous le montres, l'influence. Tu n'as pas besoin de nous parler de tes entrevues. Ce n'est pas nécessaire, c'est du dédoublement. Il y a des évaluateurs qui vont me dire ça. Puis je dis non, j'ai besoin du quali. Dans mon cas, c'était parce que je cherchais la convergence, mais je pourrais dire aussi j'ai besoin du quali parce que sinon, on ne les comprendra pas, les résultats. C'est une analyse des citations de mes participants qui m'ont permis de comprendre mes résultats quantiques. Bref, il va falloir justifier la pertinence des deux et souvent, ça prend des évaluateurs plus ouverts d'esprit. Donc, c'est à la fois généralement plus gagnant, mais c'est aussi tout un défi de convaincre nos évaluateurs que les deux sont pertinents, surtout parce que ceux qui font du quali tendent à ne pas être capables de lire notre quanti et ceux qui font du quanti ont beaucoup de misère à accorder du sérieux à notre quali. Donc, voilà tout le défi. Puis avant de prendre vos questions, juste, je vais quand même les mentionner pour que ceux qui regarderont la vidéo pourront faire une pause, voir les références que j'ai mentionnées aujourd'hui. Voilà, je vais prendre vos questions. Si vous en avez, évidemment. Si tout est beau, ben voilà, ça m'aura pris quand même 1h30. C'est tout un groupe, c'est tout un atelier. Alors, ça va? J'arrête l'enregistrement.